Bonjour à tous, donc, je suis Florent Sarrat, donc, je suis Product Owner au sein de Bonitasoft. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la fierté de vous présenter les dernières valeurs qu'on a livrées depuis jeudi dernier dans la 2022-1. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première grande valeur qu'on a livrée, qui est un nouveau composant au sein de Bonita, qui est le Bonita Test Toolkit. Alors avant de voir l'ensemble des détails autour de ce que nous avons fait, on va peut-être un peu revenir sur l'origine de ce sujet. Donc on est parti d'un constat relativement simple, ça a été d'ailleurs démontré dans les différents use cases qu'on a vus précédemment. Bonita cible des projets complexes, cœur et critiques. Et il est important pour ces projets-là, c'est notre ressenti, de pouvoir vérifier que la logique qui est attendue est celle qui est vraiment appliquée. Donc, comme toujours, pour avancer sur ce sujet-là, on a posé des questions à nos utilisateurs pour leur dire comment vous vérifiez la logique de vos processus. Et sans grande surprise, les réponses n'ont pas été particulièrement positives parce qu'aujourd'hui, on ne fournit rien, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était compliqué, vous avez sûrement découvert aussi, qui était manuel et qui était, on va dire, une véritable douleur. Et c'est vraiment embêtant pour nous parce que notre souhait, c'est d'avoir des projets d'automation durables. Et sans la capacité de pouvoir vérifier facilement un projet, ça impacte aussi l'agilité de vos projets. On peut plus difficilement faire évoluer le projet par rapport aux besoins métiers ou techniques. Donc pour cette version-là, on avait un objectif, c'était de résoudre ce problème-là, le fait que les processus de test, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est manuel et qui est une pain. Donc nous avons travaillé pour vous fournir un outil qui peut vous permettre d'automatiser, de simplifier la création de tests et de pouvoir vérifier la logique de vos projets Bonita. Alors quand on parle de tests, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je vous ai mis une pyramide de tests qui est assez classique dans le monde du logiciel, mais qui s'applique aussi sur tout ce qui est projet d'automation. Donc on a à la base tout ce qui est test unitaire. Là, on va essayer de tester les éléments les plus petits en termes d'unité. On a les tests d'intégration qui sont plus de bout à bout. On va se rapprocher des conditions de production avec tout ce qui est interaction avec l'écosystème IT. Et on a une dernière couche qui est sur la partie test d'interface, où là, on va vérifier l'IHM. Nous avons fait le choix de travailler dans ce premier temps sur la partie test d'intégration. Alors pourquoi? Sur la partie test d'interface, nous ne pensons pas que nous avons une valeur ajoutée par rapport à d'autres outils qui existent sur le marché. Par exemple, nous en interne, nous avons des processus Bonita sur nos processus critiques. Nous utilisons d'autres outils tels que Cypress et ça fonctionne très bien. Donc on ne pense pas qu'on a vraiment de valeur ajoutée, ce n'est pas un domaine où on veut avancer à ce niveau-là. Sur la partie test unitaire, il existe déjà des choses, notamment sur tout ce qui est SDK. Donc vous le savez, on a des extensions, des connecteurs, des REST API extensions, des thèmes, etc. qu'on peut créer via des SDK. Ces SDK, c'est des composants standards Maven. Ça permet notamment d'avoir des tests unitaires sur ces éléments-là. Donc on a une partie de couverture sur la partie test unitaire. Bien sûr, il manque encore aujourd'hui la partie des tests unitaires autour des processus. Donc on a fait le choix entre des tests unitaires sur la partie processus ou des tests d'intégration bout à bout. Nous avons fait le choix d'être sur la partie test d'intégration bout à bout par rapport au retour des clients, aux attentes. On a ressenti qu'il y avait plus un besoin d'avoir des tests bout à bout à ce niveau-là. Donc c'est quoi le Bonita Test Toolkit? C'est un nouveau composant. C'est un composant qui est pour les développeurs. Donc on est sur un composant technique. Tout simplement, c'est une librairie, c'est un jar. Donc c'est un élément qui est enterprise, parce que pour nous, c'est un élément d'industrialisation des projets, de gouvernance des projets. Et donc par rapport à notre philosophie d'open source, on est vraiment plus sur quelque chose qui est enterprise. Aussi, comme l'a dit Miguel juste avant, on a une approche unique en termes de low-code. C'est-à-dire qu'on a une approche où dans notre studio, on va avoir tout ce qui est élément low-code, facile d'utilisation. Tout ce qui est lié au coding, pour nous, ce n'est plus dans notre studio. C'est pour ça que cet élément, qui est une librairie jar, elle va être utilisable avec n'importe quelle IDE. On est dans quelque chose de très standard, vous allez pouvoir récupérer cette librairie, l'installer sur votre repository et pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle IDE, IntelliJ, Eclipse, Visual Code. Voilà. On utilise quelque chose qui est assez standard aussi. Notre but, ce n'est pas de nous éloigner des standards en termes de développement. C'est une extension JUnit 5, donc vraiment quelque chose de standard. Un développeur peut prendre cette librairie et commencer à écrire son scénario de test. Donc on est vraiment sur un outil pour les professional developers, on va faire du coding. Alors qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec cette nouvelle librairie, ce nouveau composant? Il y a deux grandes catégories de possibilités. La première, c'est des actions. Alors ces actions-là vont vous permettre de dérouler vos processus. Je vais pouvoir écrire le scénario, l'histoire de mes processus que je souhaite tester. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais pouvoir lancer un processus avec un utilisateur donné, je vais pouvoir exécuter une tâche, définir un contrat, attribuer une tâche, etc. Je vais vraiment pouvoir faire tout ce qui est possible manuellement aujourd'hui, je vais pouvoir le faire de façon automatique. Il y a d'autres actions aussi qui permettent de configurer l'environnement cible, qui va vous permettre de dire, par exemple, je veux nettoyer le BDM
avant d'exécuter mes tests. Un ensemble d'outils vraiment pour pouvoir définir ce qu'on va souhaiter faire et comment on va l'appliquer. L'autre élément, la catégorie d'actions qui sont possibles, ce sont les assertions. Donc une fois qu'on peut définir mon chemin, je vais vouloir vérifier par chaque étape les différents éléments. Donc je vais pouvoir vérifier le statut de mon processus, par exemple. Je lance un case, je vais vérifier que le case est en cours, je vérifie qu'une telle tâche est en cours, etc. Je peux vérifier aussi toute la partie permission, autorisation, en vérifiant par exemple les candidats d'un utilisateur. J'ai un candidat et je lui s'attend à avoir telles tâches qui sont comme possibles, et ben je vais pouvoir le voir. Je peux vérifier aussi les données du BDM, pas seulement au début et à la fin du processus, mais je peux monitorer l'évolution des données tout au long du processus. Même chose d'une autre des variables de processus. Et aussi, on peut monitorer, c'est important, notamment on voit aujourd'hui Bonita agit souvent en orchestrateur et en interaction avec beaucoup de systèmes. Je peux vérifier l'état d'exécution des connecteurs. Donc je vais pouvoir vérifier que mes connecteurs fonctionnent correctement. Et je peux vérifier les différents éléments. Voilà, donc en résumé, je peux définir ce que je veux faire et je peux vérifier que la logique qui est déroulée est bien appliquée. Tac. Donc une fois qu'on a défini notre logique, il faut se poser la question comment on exécute les tests. Alors avec le Bonita Test Toolkit, on est assez flexible à ce niveau-là. On peut lancer des tests directement avec la librairie. On reste dans quelque chose qui est très standard, c'est à travers une commande Maven, pour ceux qui sont plus techniques, c'est un Maven Verify. On va pouvoir exécuter les tests qu'on a définis, les scénarios, on va pouvoir les envoyer sur un runtime donné, pas de problème. On peut faire ça aussi depuis BCD. Donc BCD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre brique de Continuous Delivery. Donc bien sûr, quand on parle de continuous delivery, pour pouvoir livrer facilement, il faut aussi pouvoir vérifier que ce qu'on livre n'a pas d'impact sur la production ou d'autres éléments. Et donc à ce niveau-là, on a rajouté une commande, en plus des commandes de build, de deploy, maintenant on a une commande qui permet de faire des tests. Et bien sûr, nous avons aussi cette commande qui est possible depuis dans l'offre Bonita Cloud, où nous avons comme service un Bonita Continuous Delivery. On a une nouvelle commande qui permet de faire des tests. En termes de cible où on va exécuter les tests, là aussi, il y a beaucoup de flexibilité. On peut lancer les tests d'intégration sur un studio. C'est-à-dire que je peux être localement, démarrer un studio, qui est notre outil principal de création de projet. Je vais pouvoir exécuter des tests sur cet environnement-là. Ce qui est très utile, notamment en phase de développement. C'est-à-dire que je peux à la fois développer mon projet d'automation, d'un côté faire les tests, et je peux les exécuter. Plus j'avance dans le projet, plus je vais pouvoir avancer et vérifier que la logique que j'ai implémentée est bonne. Une notion un peu de fail fast pour éviter toute détection trop tard de problème. Je vais pouvoir lancer des tests aussi sur n'importe quel runtime. Je vous conseille de lancer sur des runtimes de non-production, mais la cible est vraiment clairement définable. Il suffit juste d'un URL et c'est parti. Et bien sûr, on va pouvoir lancer des tests sur Bonita Cloud. En termes de possibilités, Bonita Cloud, on a voulu juste laisser la possibilité de lancer sur... On a 3 environnements dans Bonita Cloud, un de production, un d'intégration et un de pré-production. Vous allez pouvoir lancer sur toute la partie intégration et pré-production. Les résultats en termes de tests, on est sur quelque chose de très standard aussi. On est sur du JUnit, donc vous allez avoir le nombre de tests qui sont déroulés et leurs résultats. Si un test échoue, vous allez pouvoir très facilement détecter là où le problème a lieu et pouvoir le corriger. Hop. En termes de tests, on parle de scénario. Un scénario n'est pas forcément une exécution de processus. Rien ne vous empêche d'avoir un scénario où vous lancez 10, 20, 30 processus. Tout à l'heure, on parlait de benchmark de performance. Vous avez vu que cette librairie, il y a cette notion aussi d'automatisation. Je peux définir un ensemble d'actions. Donc, c'est-à-dire qu'on est très sur les use case tests, mais rien ne nous empêche, avec cette librairie, de faire le benchmark. On peut lancer 300, 200 processus, il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être pouvoir monitorer, vérifier votre infrastructure. Ça peut être un use case vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, pour revenir un peu aux avantages de la solution, on sait que la création de tests, c'est un investissement. En effet, c'est du code, il faut les écrire, il faut passer du temps pour les faire. Mais pour nous, c'est, notamment en tant qu'éditeur de logiciel, nous faisons beaucoup de tests, mais c'est un no-brainer, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On voit plein d'avantages à ce niveau-là. Notamment en phase de développement, c'est quelque chose qu'on a expérimenté nous-mêmes avec cet outil-là, mais ça a vraiment une valeur extrêmement forte de pouvoir très rapidement tester son projet. De ne pas attendre d'être dans une phase où on va faire des tests, éviter ce fameux cycle en V, de pouvoir très rapidement pouvoir tester ces processus. Et cet outil-là vous permet d'automatiser cette partie-là. Donc très facilement, vous allez pouvoir exécuter en permanence des tests que vous avez automatisés. Et le dernier point sur la phase d'exploitation, et c'est là qu'on a le plus de valeur ajoutée, c'est vraiment la notion d'accélération des tests. Aujourd'hui, vous avez une mise à jour de votre projet. C'est un effort manuel de devoir vérifier que vos projets fonctionnent correctement. À la fois le projet cible, mais aussi l'ensemble des projets qu'il y a autour de votre projet principal. Vous voulez éviter les effets de bord. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est manuel. Demain, avec une campagne de test, avec un ensemble de scénarios, vous allez pouvoir très facilement
et vérifier que votre projet marche. Et donc, vous allez pouvoir faire plus facilement, faire évoluer votre plateforme pour vous adapter aux besoins de métier, aux besoins techniques. Et bien sûr, ça s'applique aussi aux autres choses qui sont annexes par rapport à votre projet. Ça peut être la plateforme Bonita. Vous passez d'une version 2022.1 à une 2022.2. Vous allez pouvoir très facilement exécuter une campagne de test, détecter s'il y a des problèmes ou pas, et les corriger. Voilà. Et bien sûr, ça s'applique aussi avec tout changement dans votre écosystème. Vous avez un ERP qui évolue, vous vérifiez que la connectivité entre votre ERP et Bonita fonctionne encore, vous avez des tests qui sont disponibles. Il suffit juste de les lancer sur votre pré-production. Un point aussi important sur cet outil, on le sort avec la release 2022.1, mais c'est un tout nouveau composant. On n'a aucun lien avec le versionning Bonita, ce qui nous permet d'être beaucoup plus indépendant et on va pouvoir faire évoluer ce produit indépendamment avec un cycle différent. Et notamment, il y a un aspect très intéressant, je pense, pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'aujourd'hui, l'outil est utilisable avec les versions 2021.1 et 2022.2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre cet outil et commencer à écrire des tests sur des projets existants. Comme c'est un composant complètement autonome et indépendant du reste de Bonita, il y a tout un ensemble de documentation qui existe. Ça fait partie vraiment de la valeur qu'on attend par rapport à un tel outil, où on a l'ensemble des possibilités, tout est décrit. Vous avez un ensemble d'exemples aussi qui vous permettent vraiment de partir de samples pour pouvoir facilement écrire vos tests. Voilà. Donc une grosse valeur, on est vraiment sur la partie le cycle de développement et l'exploitation. Autre valeur que nous avons souhaité livrer, Miguel en avait aussi un peu parlé, c'est la cloud readiness. Donc c'est un sujet assez vaste. Ça fait maintenant quelques temps qu'on a une image Docker et qu'on apprend beaucoup à ce sujet-là. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est par rapport aux standards d'évolution sur tout ce qui est Docker, les clouds privés ou publics, on a beaucoup appris et on a voulu adapter cette image Docker pour qu'elle soit plus adaptable aux différents clouds, mais aussi à toute la notion d'orchestration qui est quelque chose de plus en plus récurrent. Donc nous avons fait plusieurs changements sur cette image Docker. Le premier changement, c'est qu'on l'a rendue plus modulaire. Alors, l'image Docker, donc on est sur la partie Enterprise, elle embarquait un ensemble d'éléments, notamment le LDAP Synchronizer de base. On a choisi de splitter ces deux éléments, les séparer pour avoir plus de modalité, pour avoir dans un monde d'orchestration quelque chose qui est plus souple. Une image Docker correspond à un domaine, un périmètre. Donc l'image Docker de Bonita contient que le runtime. On a rendu cette image aussi plus légère. Alors pourquoi on a voulu rendre cette image plus légère? C'est extrêmement important en termes d'orchestration. Si vous avez un besoin de mise en échelle, une augmentation des volumes, vous allez vouloir scale up. Et pour ça, il faut lancer des nouveaux pods, des nouveaux nœuds, c'est-à-dire lancer une image Docker. Plus votre image est légère, plus elle va pouvoir démarrer rapidement. Donc on a fait vraiment un travail à ce niveau-là. Et ça marche aussi en termes d'impact sur la résilience. Si vous avez un problème, malheureusement, qu'une des images Docker tombe, il faut pouvoir la redémarrer le plus rapidement possible. Dernier point, c'est plus sur des facilités d'utilisation, c'est assez, on va dire, technique et tous les détails sont dans la documentation, mais on s'est vraiment aligné aux standards Docker en termes d'utilisation, autant sur la configuration, mais aussi sur la mise en place de logs qui sont disponibles depuis directement la Docker console. Voilà, on rentre vraiment dans les standards pour que ce soit le plus facile possible pour les ops d'utiliser l'image Docker. En parlant d'exploitation simplifiée, on a aussi une petite amélioration, mais je pense qu'il va, pour ceux qui connaissent bien la plateforme, vraiment vous simplifier la vie, c'est la possibilité de changer le niveau de log à chaud. Donc c'est quelque chose qui est revenu de façon très récurrente sur les changements au sein de la plateforme Bonita. Il y a beaucoup de changements qui nécessitent malheureusement un redémarrage de la plateforme. Ce qui n'est pas idéal, bien sûr, parce que du coup, ça veut dire un downtime, un impact sur les utilisateurs finaux. Alors, on a changé de librairie, on est passé à Log4j2, et ça nous a permis, vous ne devez peut-être pas voir grand-chose, je ne sais pas, de changer les logs, le niveau de log à chaud. C'est-à-dire que vous avez un incident sur un processus. Dans le passé, vous étiez obligé de changer le niveau de log dans votre configuration, redémarrer pour pouvoir ensuite comprendre le problème. Ça, c'est plus du tout nécessaire. Vous pouvez directement changer le niveau de log et vous allez pouvoir facilement comprendre le problème, l'incident. Donc ça vous simplifie la vie et ça évite les impacts sur les utilisateurs. C'est très important pour nous. Autre élément lié à l'exploitation, c'est on a voulu travailler sur la mise à disposition d'outils pour facilement vérifier l'état de la plateforme. Donc ça s'est fait à travers ce qu'on appelle un health check en anglais, une vérification de santé, qui est un endpoint qu'on a sur la partie runtime. Donc là, c'est sur du /bonita/healthy qui va vous fournir des informations clés sur la plateforme. Donc on va retrouver quoi? On va retrouver le statut, l'IP, le statut de la plateforme, les versions, etc. On va trouver un ensemble d'éléments
qui sont très facilement exploitables pour vérifier si la plateforme fonctionne ou pas. Pour vous donner un peu un exemple par rapport à des outils qu'on utilise nous en interne, parce que nous on utilise Bonita en interne, j'ai déjà dit, mais on a mis en place, avec un outil qui s'appelle Datadog, des synthétiques qui permettent de relancer régulièrement un outil qui va aller appeler ce endpoint pour aller récupérer ces données-là et vérifier toutes les 5 minutes l'état de la plateforme. Et ainsi, on peut s'assurer que notre plateforme tourne pour nos processus critiques, qu'il n'y a pas de downtime. Ça nous permet aussi de mesurer tout ce qui est SLA, ce qui est vraiment important dans une plateforme pour vérifier. Et dernier point, dernier grand sujet, qui à la fois est produit, mais qui va aussi au-delà, qui vient d'un projet interne où on est en train de travailler sur la norme ISO 27001, on est en train de se renforcer en termes de sécurité. La sécurité a toujours été quelque chose d'important pour Bonita, mais on a choisi vraiment de passer à une échelle supérieure, par le contexte, par notre évolution aussi. Et donc on a un ensemble de changements sur les aspects de sécurité. Le premier élément, c'est les Dynamic Permissions. Donc les Dynamic Permissions, c'est quelque chose qui existe depuis quelques temps maintenant. On a fait le choix de les passer côté Enterprise et surtout de les activer par défaut. Alors on les a activés par défaut pour fournir à nos clients, par défaut, la meilleure sécurité. On veut être certain que nos clients, quand ils lancent un projet, nos utilisateurs quand ils lancent un projet, ils vont avoir les meilleures sécurités, ils vont avoir une plateforme protégée. Donc c'est pour ça qu'on a activé cette fonctionnalité qui permet d'avoir le meilleur niveau d'affinage en termes de droit. Donc bien sûr, certains d'entre vous connaissent la plateforme depuis quelques temps et vous savez que l'activation de cette fonctionnalité peut, dans certains cas, avoir un impact négatif sur les performances. Au niveau de notre philosophie, quand on parle de sécurité, on ne veut pas avoir de compromis entre les performances, l'utilisation et la sécurité. On veut une sécurité sans friction. Du coup, il y a eu un énorme travail qui a été réalisé par les équipes Runtime sur la performance pour s'assurer que malgré cette activation, les performances sont équivalentes et même au contraire, elles sont meilleures. Donc il y a deux graphiques ici. On a la version 2022.2 où on voit sur un benchmark où on essaie de connecter un maximum d'utilisateurs, on pousse la plateforme au maximum. On voyait qu'on avait des temps de réponse qui pouvaient, avec une grande variance, qui pouvaient être extrêmement longs, jusqu'à 1 seconde, et on avait une moyenne vers les 300 millisecondes. Donc c'est ça, ce sont les éléments de sécurité de Dynamic Permissions. Il y a eu un travail qui a été réalisé en termes d'optimisation avec le 2022.1, qui, malgré l'ajout de cette sécurité-là, est extrêmement plus rapide. Non seulement on a moins de variance, donc on est beaucoup plus précis, donc on est beaucoup plus prédictible, et en termes de performance, on est à une médiane à 6 millisecondes, ce qui est complètement incomparable. Voilà. Donc là, les performances, c'est un enjeu pour nous sans fin, c'est de l'amélioration continue. Voilà, juste pour dire, voilà, on ne veut pas sacrifier les performances pour la sécurité. On a aussi décidé de protéger les différents endpoints qu'on fournit à nos clients par de la Basic Authentication. L'idée, c'est de vous protéger contre toute attaque de déni de service, par exemple. Donc, on a protégé nos API moteurs, la partie monitoring, qui est un élément qui permet d'avoir un ensemble d'informations sur la plateforme qui a été livré en 7.10. Et bien sûr, sur le F-Check que j'ai présenté tout à l'heure, on a aussi ajouté une vérification pour protéger la plateforme. Et dernier point, et c'est cette partie-là qui va vraiment au-delà du produit, donc la sécurité est toujours un élément important pour nous, mais on est vraiment passé d'un mode réactif à proactif. C'est-à-dire que nous, en interne, on s'est équipé sur un ensemble d'outils pour détecter le plus rapidement possible tout CVE, toute information en amont. L'objectif, vraiment, c'est de pouvoir comprendre les risques qui sont en cours et pouvoir avoir des plans de mitigation pour vous protéger de tout risque possible. Notamment par rapport au contexte actuel, il est clair que la sécurité est quelque chose qui n'est pas optionnel. Et cette prise en compte de la sécurité, elle est à la fois en termes de CVE, mais elle rentre aussi dans notre boucle de conception de plus en plus pour vraiment s'assurer qu'on ait un Bonita qui est secure by design. Donc voilà, donc une release 2022.1 qui est en effet très axée sur les outils pour les développeurs, là où les versions précédentes étaient plus orientées low code, parce que bien sûr, on reste très attentif, comme dit Miguel, à tout ce qui est nos utilisateurs techniques. Donc l'objectif, c'est de vous fournir des outils pour être efficaces et d'avoir des projets durables dans le temps. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui. Bon, j'ai une question par rapport au test toolkit. Donc, si j'ai bien compris, une fois que le processus
l'application est développée, je peux utiliser ce toolkit pour tester, pour créer des scénarios. Oui. Ma question, qu'est-ce que vous pensez, ou bien est-ce que vous voyez un intérêt ou bien un potentiel de pouvoir tester avec des mocks de process? Donc des parties de process qui ne sont pas encore développées, on a des mocks, et de pouvoir tester voilà, ces mocks, avec ces mocks pour voir l'output, qu'est-ce qui se passe avec mon application. C'est un élément auquel on a réfléchi sur la partie test unitaire, où le but est de tester des petits morceaux du processus. Donc oui, c'est un axe qu'on souhaite prendre, clairement, à ce niveau-là. Après, ça nécessite aussi des évolutions au niveau de notre moteur. Mais oui, c'est un axe qu'on souhaite prendre. Et notre but, c'est vraiment de maîtriser au moins les deux parties de la pyramide, la partie test integration et la partie test unitaire. Et ça fait partie clairement de la possibilité de délimiter un sous-ensemble en termes de processus que je veux tester. C'est vraiment un des objectifs. Et notamment, un des objectifs, c'est pour moquer aussi tout ce qui est connecteur, pouvoir faire des tests sans avoir cette notion d'interaction aussi avec d'autres systèmes. Oui, donc il faut définir c'est quoi un mock par rapport à un processus, un connecteur, plusieurs, oui. Comme dans le monde des API par exemple. Exactement, oui. Et ça peut aussi avoir des intérêts en termes de développement de pouvoir. Donc, il y a tout un enjeu à ce niveau de la notion de mock dans Bonita. Voilà, c'est des sujets qu'on souhaite creuser, mais qui ne sont pas forcément si évidents, qui prennent un peu de temps, mais oui, on les a en tête. Merci. Pas de problème. Très bien. Bonjour Florent, une question sur le test toolkit. Donc tu me disais que c'était un composant séparé de Bonita. Dans l'opération de migration, est-ce que si on fait des tests par exemple sur une première version et qu'on va faire des tests sur une deuxième version pour vérifier les tests de migration, est-ce qu'on doit réécrire les tests ou c'est les mêmes? C'est les mêmes tests, voilà. Donc à partir du moment où tu es dans une version supérieure à 2021.1, en Java 11, j'ajoute aussi, il n'y a pas de problème, ce sera compatible. Voilà. Donc on utilise les API qui sont présents dans toutes les versions, donc rien ne nous empêche d'avoir utilisé les mêmes tests entre deux versions. C'est tout l'intérêt. Avec la performance et compagnie, les tests de migration, c'est quand même un use case qui me paraît important. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, Sophie Bitran de Paris Dauphine. J'avais une question concernant les processus et tester les goulots d'étranglement dans les processus. Ça arrive très souvent. Et est-ce qu'avec cet outil, on peut mettre en évidence ces goulots d'étranglement? Je pense que ça doit être réalisable. Ça arrive peut-être à creuser un peu plus en détail. Vous allez pouvoir resimuler ces volumes-là. C'est-à-dire que vous avez une idée par rapport à ce qui est l'existant, vous voulez avoir des noyaux d'étranglement. Vous allez pouvoir vérifier en termes aussi de liste d'attente. Voilà. Après, je sais que nous, on a comme l'avait aussi dit Miguel, on a des idées en termes de pouvoir visualiser les résultats des tests. Donc, on pourrait imaginer des heatmaps où on lancerait un ensemble de tests et on pourrait voir les passages critiques et là où on a plus de délai. C'est des choses qui sont possibles. Après, il faut voir aussi l'équilibre entre la partie vraiment testing, vérifier la logique, et la partie qu'on appelle plutôt process intelligence, où on est plus sur un aspect métier. Est-ce que le noyau d'étranglement est plus lié à des problématiques liées au processus, qui n'est peut-être pas forcément bien conçu par rapport aux attentes, ou c'est plus lié à la plateforme? Là, c'est un équilibre. Mais oui, c'est des actes possibles. Aujourd'hui, il faudrait voir exactement ce que tu attends en termes de données à avoir pour résoudre ce problème-là. Voilà. On est vraiment plus sur l'aspect quand même vérification de la logique du processus aujourd'hui. Voilà. Oui, donc je vais vous poser juste une question sur. Vous avez présenté pas mal d'éléments sur l'automatisation, là, du coup, sur cette nouvelle plateforme. J'ai une question par rapport à des fonctionnalités d'aide à la migration dans le runtime, quand on a effectivement des versions de processus qui tournent et qui sont encore instanciées. Est-ce qu'il est prévu quelque chose dans les versions futures pour aider à cette migration automatisée vers des cas, on va dire, instanciés, vers la nouvelle version de processus qui tourne? Alors, à l'heure actuelle, je dirais non, pas précisément. Après, il y a des évolutions qu'on souhaite faire par rapport à l'architecture de Bonita qui devraient simplifier cette notion d'upgrade d'une version à l'autre. Voilà. On a bien conscience que cette notion de migration, c'est quelque chose qui est complexe, même si je crois que ça s'est quand même largement amélioré et on va dans la bonne direction. Voilà. Donc là, c'est un des outils, ça permet de mitiger, de vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais on n'a pas encore de plan exact par rapport à des outillages au terme de migration pour vraiment vous aider au maximum. Merci. Pas de problème. Très bien. Merci beaucoup. Merci Florent.